à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce 14e webinaire du Plan national dépérissement du vignoble. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur les recherches en cours sur le sol et les dépérissements. Et pour cela, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Virginie Lauverjat, qui est maître de conférence de l'Université de Bordeaux, et Battle Karimi, qui est directrice scientifique de l'entreprise Novasol Expert. Ensemble, et pendant 30 minutes, elles vont vous présenter les avancées dans leurs recherches, de nouveau sur le sol et les dépérissements. Et puis ensuite, nous aurons un petit temps d'échange. Pour ce temps d'échange et de questions, je vous remercie de poser vos questions via le chat. Je les reçois et je les lirai à nos intervenantes en fin de séminaire, en fin de webinaire. Comme vous le voyez, vos micros sont coupés, mais par contre, j'ai un petit panneau qui s'affiche quand vous posez des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et nous y répondrons à la fin des 2 présentations. Sans plus attendre, Virginie, je te laisse démarrer. Bonne écoute à tous. Bien, donc bonjour à tous. Donc, comme l'a présenté Madame Prété, donc je suis Virginie Lauverjat, donc je suis maître de conférence de l'Université de Bordeaux et je suis rattachée pour la partie recherche à l'unité de recherche d'écophysiologie et génomique fonctionnelle de la vigne, qui est hébergée à l'Institut des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux. Donc, je suis biologiste moléculaire et physiologiste des plantes. Et je m'intéresse depuis plusieurs années au rôle du porte-greffe dans l'adaptation du plant de vigne à son environnement et depuis 3 ans à peu près à l'interaction du porte-greffe avec le microbiote du sol. Et c'est dans ce cadre-là que je vais vous présenter quelques résultats du projet Vitirhizobium. Donc, le projet Vitirhizobium a démarré en 2018. Il est financé donc, par le Plan national de lutte contre le dépérissement du vignoble. Et il est réalisé en collaboration avec plusieurs équipes, donc l'unité de recherche à laquelle je suis rattachée, le GFB, mais également l'unité de recherche d'œnologie, l'unité de géoressources et environnement, et également la cellule de transfert Vitinov et des partenaires autrichiens. Donc l'objectif de ce projet, c'est de fournir un certain nombre de données sur le rôle du microbiote du sol, de la rhizosphère que je vais redéfinir, et des racines dans le cadre de certains dépérissements du vignoble. Donc je reprends quelques définitions au départ. Donc comme vous le savez déjà probablement tous, donc le dépérissement est caractérisé, dépérissement du vignoble, par une baisse de rendement des pieds qui peut aller jusqu'à la mort prématurée de ceux-ci. Les causes de ce dépérissement sont diverses et pas toujours clairement identifiées. Elles peuvent être d'ordre pathologique, environnemental, génétique ou encore fortement liées aux pratiques culturelles. Afin de lutter contre ce dépérissement, donc, les viticulteurs possèdent un certain nombre de solutions plus ou moins efficaces, comme des traitements phytosanitaires ou la complantation, qui ont des impacts écologiques, mais également économiques non négligeables. Dans le cadre de la lutte contre ce dépérissement, nous avons proposé d'étudier l'impact du microbiote du sol et des racines dans ce dépérissement. Donc, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de microbiote? Donc, le microbiote, c'est la cohorte, l'ensemble des micro-organismes, comme des bactéries, des champignons microscopiques ou des virus, qui sont présents dans un écosystème donné. Donc, par exemple, ici, dans différents compartiments entre le sol, la vigne et l'atmosphère. Le microbiote du sol, donc constitué par ces différents micro-organismes qui sont présents dans le sol, en réponse à son environnement, la vigne, les racines en particulier de la vigne, vont exuder un certain nombre de molécules. Donc, on va parler d'exudats racinaires qui vont influencer la composition de ce microbiote dans les zones proches des racines. Donc, ces composés peuvent attirer un certain nombre de micro-organismes qui vont venir soit se mettre juste à la surface de ces racines, c'est la zone que l'on appelle la rhizosphère, la portion de sol qui est collée aux racines, qui contient donc le microbiote dit rhizosphérique.
Et certains de ces micro-organismes vont également pouvoir entrer dans les racines et vont donc devenir ce que l'on appelle des micro-organismes endophytes. Au sein de ce microbiote, on va avoir un certain nombre d'organismes qui vont avoir des activités bénéfiques pour la plante. En particulier, on peut citer des bactéries qui vont permettre l'assimilation de l'azote atmosphérique, donc qui va devenir assimilable pour la plante, ou encore des bactéries qui peuvent produire des composés de type hormonaux qui vont influencer le développement de la vigne. Mais on va également trouver des micro-organismes pathogènes qui, eux, vont avoir évidemment un impact néfaste pour la croissance et la résistance de la vigne à son environnement. Et c'est donc la composition de ce microbiote, l'ensemble des organismes présents, qui va influencer positivement ou négativement la croissance et la résistance de la vigne. Donc, dans le cadre du projet Viti-Rhizobium, nous avons émis l'hypothèse que certains dépérissements, qui ne seraient pas expliqués par des maladies pathologiques ou des carences minérales, pourraient être provoqués par un déséquilibre de ce microbiote, du sol, de la rhizosphère ou des racines. Donc, c'est illustré là sur ce schéma. Vous avez à droite un plant qui pousse correctement, où on peut observer au sein de cette zone, ici au niveau du sol, une forte diversité du nombre des micro-organismes présents et également une richesse importante. Alors que par comparaison, chez un plant qui est dépérissant, on va observer une diversité beaucoup plus faible, une richesse, donc un nombre de ces micro-organismes plus faible. Et tout cela pourrait donc se répercuter sur cet équilibre de ce microbiote avec respectivement moins de micro-organismes positifs par rapport aux micro-organismes pathogènes. Donc pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, donc nous menons plusieurs actions dans ce projet, avec une première action où a été réalisée, nos partenaires de Vitinov en particulier, ont réalisé une enquête de terrain afin d'étudier l'effet des pratiques culturales sur le succès de la complantation dans un certain nombre de parcelles, de châteaux. Et cette enquête de terrain nous a également permis d'identifier un certain nombre de parcelles qui présentaient des zones dépérissantes et sur laquelle nous avons réalisé une étude microbiologique. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. En parallèle à cette première action, nous avons mené deux autres actions complémentaires. Une qui était réalisée en serre à partir de sols qui ont été prélevés dans une de ces parcelles, afin d'étudier l'effet de la composition du microbiote du sol sur le développement de plants en serre. Et ça nous a permis également de tester dans ces conditions contrôlées l'impact de l'addition de bactéries et de champignons bénéfiques. Une troisième action a été la mise en place d'essais de modalités de complantation, où un certain nombre de modalités ont été étudiées, dont l'addition également de champignons mycorhiziens à arbuscules, donc, qui sont des symbioses bénéfiques pour la plante, ceci dans des parcelles à fort dépérissement. Donc, je vais maintenant vous parler un petit peu donc, de cet aspect là de nos travaux, donc l'étude microbiologique de parcelles de sols viticoles dans lesquels on a pu observer des dépérissements. Donc, lors de cette enquête, 4 parcelles ont été identifiées par nos partenaires Vitinov, donc des parcelles dans lesquelles a été identifiée une zone dépérissante qu'on va appeler grand D, qui n'est pas associée à la présence d'agents pathogènes ni à des stress minéraux ou environnementaux identifiés par le viticulteur. Donc cette zone dépérissante a été caractérisée par une forte mortalité et une vigueur bien plus faible par comparaison à une autre zone de la parcelle, mais toujours sur la même parcelle, qui elle a été qualifiée de non dépérissante, où les plants poussaient bien. Il y a 2 parcelles qui ont été choisies dans le Haut-Médoc et 2 parcelles dans les Graves. À partir donc de ces observations, nous sommes allés un petit peu plus loin afin d'identifier des causes liées à la composition microbiologique du sol. Donc sur chacune de ces parcelles, comme je viens de vous le dire, on a d'abord décrit le dépérissement, donc le nombre de complants, de manquants, la vigueur, le rendement, la qualité. Également l'identification de virus qui ne seraient pas symptomatiques, ou les plants ne seraient pas symptomatiques, mais les virus seraient présents.
Nous avons ensuite prélevé du sol dans l'interrang de chacune de ces zones, dans les 2 zones de ces 4 parcelles, donc à 10-30 cm de profondeur. Dans un premier temps, on a fait des analyses physico-chimiques de composition du sol. Puis sur ces échantillons, on a fait des analyses microbiologiques. Je vais vous présenter certains des résultats, donc d'analyses en particulier de quantité de bactéries et de champignons capables de pousser sur des milieux de culture en boîte de pétri. C'est ce qu'on appelle les cultivables. Mais on a aussi réalisé des analyses moléculaires après extraction de l'ADN du sol. Et on a réalisé des analyses enzymatiques liées au cycle du carbone, de l'azote et du phosphore. Donc pour illustrer ces résultats, j'ai choisi de vous présenter les informations, les résultats obtenus sur une seule de ces parcelles, sachant que des résultats équivalents ont été trouvés dans les 3 autres parcelles. La parcelle là qui est choisie est une parcelle âgée de 10 ans. Nous avons analysé la composition physico-chimique du sol sur les 2 zones et on n'a pas vu de différence de composition qui justifie un dépérissement des plants. Nous avons testé l'absence de virus et dans le cadre de cette parcelle, on n'a pas identifié de virus présent. Dans d'autres parcelles, on a pu identifier des virus, mais parfois plus fortement présents dans la zone non dépérissante, dans la zone saine, donc qui ne sont pas corrélés au dépérissement observé. Donc sur cette parcelle, vous pouvez observer ici que dans la zone dépérissante, on a 57% de complants, de jeunes complants, complantés depuis 2 ans avant le début de l'expérience. Et dans la zone non dépérissante, on voit qu'on a un faible taux de complants d'à peu près 2%. Cette zone dépérissante est caractérisée par une vigueur beaucoup plus faible, donc représentée par le poids moyen d'un sarment ici. Donc les zones D sont toujours représentées sur les prochaines diapos en orange et les zones non dépérissantes en vert foncé. En ce qui concerne le rendement et la qualité des baies, on observe à chaque fois des différences significatives avec un rendement beaucoup plus faible dans la zone dépérissante par rapport à la zone non dépérissante et un taux d'azote beaucoup plus faible, une teneur en azote beaucoup plus faible dans les baies de la zone dépérissante. En ce qui concerne les analyses microbiologiques des sols, donc il y a des prélèvements qui ont été faits sur 2 années consécutives au niveau de ces sols. Et là, ce que je vous présente, c'est les mesures de quantité de bactéries et de champignons cultivables, donc en boîte de pétri sur milieu nutritif, des activités enzymatiques et quelques données de biologie moléculaire. Ce que l'on a pu observer, donc vous avez ici des illustrations avec les bactéries qui poussent sur ces boîtes ou les champignons. On a quantifié la quantité de colonies de ces bactéries et de ces champignons à partir d'échantillons de sol. On observe à chaque fois une quantité de bactéries moindre, significativement moindre dans les sols dépérissants par rapport aux sols non dépérissants, alors qu'on a l'inverse pour les champignons, avec plus de champignons dans les zones dépérissantes. Nous avons réalisé des analyses d'activité enzymatique liées au cycle de l'azote, du carbone et du phosphore. Et donc, vous voyez ici qu'à chaque fois, pour chacune de ces activités, l'activité est moindre dans les zones dépérissantes par rapport aux zones non dépérissantes. Les analyses de biologie moléculaire ont confirmé les analyses observées sur du cultivable en boîte de pétri. Ici, vous avez des résultats donc, de quantification de bactéries et de champignons, et j'ai représenté ici les ratios entre les bactéries et les champignons. Et donc, on peut voir que dans la zone dépérissante, on a plus de champignons que de bactéries, et que le ratio ici est bien supérieur avec plus de bactéries et moins de champignons dans la zone non dépérissante. À partir de ces échantillons, nous avons souhaité aller un petit peu plus loin pour identifier, bien évidemment, l'autre notion intéressante, c'est de savoir un petit peu quelle est la richesse et la diversité microbiologique de ces sols. Donc nous avons pour cela réalisé des approches de séquençage. On a extrait l'ADN du sol et on a séquencé des séquences soit de bactéries, soit de champignons que l'on peut corréler à des genres et des espèces de champignons ou de bactéries.
Ce que l'on observe sur ces graphiques, donc ça c'est l'analyse préliminaire seulement sur la parcelle dont je viens de vous parler, c'est en cours d'analyse pour les 3 autres parcelles. On observe dans la zone dépérissante et la zone non dépérissante, on n'observe pas de différence significative de richesse. Donc le nombre d'individus pour chacun de ces séquences. Par contre, ce que l'on observe, c'est une différence significative de l'indice de diversité. Donc la diversité des espèces rencontrées est plus faible dans la zone dépérissante par rapport à la zone non dépérissante. Alors non, là je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas en train de lire le graphique à l'envers. L'indice que nous avons représenté ici, plus il est élevé et plus la diversité est faible. Donc ici, lorsqu'on a un chiffre supérieur, ça veut dire que la diversité est plus basse, contrairement à la zone non dépérissante. Donc on se retrouve dans le cas de figure, pour reprendre le graphique que j'ai mis au début, avec une richesse qui n'est pas différente entre les 2 zones, mais un nombre d'espèces différentes qui est plus faible dans la zone dépérissante par rapport à la zone non dépérissante. Donc ça confirme en partie l'idée que le dépérissement est associé avec une diversité, une biodiversité des micro-organismes qui est plus faible. Donc pour conclure sur cette partie de ce projet, donc on a pu mettre en évidence que pour chacune des parcelles analysées, la composition microbiologique des sols diffère bien entre les zones dépérissantes et non dépérissantes pour une même parcelle, avec les zones dépérissantes plus pauvres en bactéries et plus riches en champignons. Et ceci, quelles que soient là, les pratiques culturales pratiquées sur ces parcelles. Et cette différence s'accompagne d'une diminution des activités biologiques dites fertilisantes pour les plantes. Donc là, sur cette partie-là, ce que nous sommes en train de terminer, c'est l'analyse de la diversité via les approches de séquençage pour les 3 autres parcelles. Nous avons les résultats, on est en train de les traiter. Nous avons également prélevé des échantillons de rhizosphères et de racines pour la parcelle que je viens de vous montrer, afin d'analyser la composition microbiologique, pour voir si la composition du sol se répercute bien sur la composition au niveau des zones racinaires. Donc nous avons réalisé les expérimentations en serre aussi de la deuxième approche, et nous sommes en train de traiter les données. Et juste en dernière information, nous avons également isolé des bactéries bénéfiques à partir de la zone non dépérissante de la parcelle dont je viens de vous parler. Et nous avons commencé à analyser l'effet de l'addition de ces bactéries et de champignons mycorhiziens arbuscules, dont je vous ai peu parlé là, sur le développement de plants de vigne sur le sol dépérissant. Et voilà, j'en ai terminé pour la partie. Je passe la parole à Battle. Merci Virginie. Bonjour à tous. Je vais revenir en arrière. Ça met un petit peu de temps. Voilà, donc moi je vais me représenter à l'oral. J'ai pas de diapo pour ça, mais c'est pas très grave. Donc Battle Karimi, je suis directrice scientifique du bureau d'études Novasol Expert, qui est un bureau d'études spécialisé dans le diagnostic de la qualité microbiologique des sols. On est un bureau d'études qui a été créé sous l'impulsion de l'INRAE. Et moi, au préalable, donc ça fait 2 ans que je travaille dans le bureau d'études, et au préalable, j'ai travaillé pendant quelques années à l'INRAE, et entre autres aussi en interaction avec l'IFV. Et c'est pour ça que dans une première partie de ma présentation, je vais présenter des résultats obtenus à l'INRAE de Dijon par Lionel Rangeard, avec qui je travaille un petit peu, sur les résultats d'un projet, donc le projet Ecovitisol, qui vient de se terminer après 2 ans d'échantillonnage, et qui est un projet participatif qui a permis d'évaluer la qualité microbiologique des sols viticoles et surtout l'impact des différents modes de production qu'on rencontre en contexte viticole, donc le conventionnel, le bio et surtout la biodynamie, qui est un mode de production pour lequel on a très peu de recul scientifique sur les impacts réels, les bénéfices, s'il y en a, réels sur la qualité microbiologique des sols. Donc,
Le réseau Ecovitisol, c'est un réseau de parcelles, de 150 parcelles distribuées sur 3 territoires viticoles, donc le territoire alsacien et en Bourgogne du Nord sur la côte de Nuits et la côte de Beaune, et Bourgogne du Sud dans le Mâconnais. Donc 150 parcelles qui sont réparties de façon très équilibrée sur les 3 modes de production et sur les 3 régions. Donc là, je vous ai mis la répartition, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller regarder dans le détail. Donc voilà, c'est un dispositif d'échantillonnage de parcelles qui a été réfléchi pour être vraiment représentatif de façon équivalente sur les modes de production, et puis pas tout axé sur un seul territoire viticole. Il y avait quelques conditions pour le choix des parcelles, c'est que les modes de production sont en place depuis au moins 6 années, que les sols sont en culture viticole depuis au moins 20 ans et que la parcelle a été plantée depuis au moins 10 ans. Donc, une petite pré-représentation de la diversité des types de sols qui sont étudiés dans le réseau de parcelles. Donc, au niveau de la texture, on a le triangle de texture ici qui représente les 150 sols, hein, avec une couleur par territoire. Donc, on voit que globalement, on a une bonne diversité de types de sols, donc que les résultats ne focalisent pas que sur des sols argilo-limoneux, par exemple. Voilà. Par contre, on voit, hein, que ce soit sur la texture ou sur le pH ou aussi sur la quantité de cuivre dans le sol, qu'on a des typicités un peu territoriales en termes de type de sol, que ce soit sur la texture, que ce soit sur le pH ou aussi sur la quantité de cuivre. Alors, sur la quantité de cuivre, c'est dû à des historiques de pratiques viticoles qui sont différentes en fonction des régions, et aussi à une accumulation de cuivre qui se fait différemment en fonction des textures et des teneurs en matière organique dans les sols. Comment est-ce que finalement on a mesuré l'abondance et la diversité microbienne dans ces sols? Donc à partir d'un échantillon de sol représentatif de la parcelle à chaque fois, et on s'est intéressé à l'ADN du sol. Donc c'est à peu près les mêmes outils qu'a utilisé Virginie dans son étude. Et à partir de cet ADN du sol, on est allé regarder d'un côté la biomasse moléculaire microbienne, donc la quantité d'ADN totale dans le sol, qui nous permet de quantifier à la fois les bactéries et les champignons. Et dans un deuxième temps, on a fait du séquençage d'ADN, à la fois pour connaître la diversité en bactéries et la diversité en champignons. Comme on échantillonne des sols qui sont assez différents et que nous, ce n'est pas tant l'effet type de sol qui nous intéresse, mais vraiment l'effet des pratiques, on est passé par un outil de diagnostic qui a été développé par l'INRAE ces dernières années, qui nous permet de calculer une valeur de référence qu'on devrait avoir, que ce soit pour la biomasse ou pour la diversité, et on compare la valeur mesurée à cette valeur de référence. Et c'est l'écart entre la valeur mesurée et la valeur de référence qui nous donne le diagnostic et qui nous permet d'évaluer l'impact des pratiques. Ce résultat, il se traduit sous la forme d'un curseur, comme vous voyez à droite ici, où en fait on est capable de positionner pour chaque parcelle si la valeur elle est dans le vert, c'est-à-dire que la valeur mesurée elle est supérieure à la valeur attendue pour ce type de sol. Si la parcelle est dans le orange, c'est-à-dire que la valeur mesurée est inférieure à la valeur de référence, mais elle n'est pas encore critique par rapport à la valeur critique connue expérimentalement. Et enfin, si la parcelle est dans le rouge, c'est-à-dire qu'elle a une biomasse, elle présente une biomasse ou une diversité qui est très faible et qui est à risque par rapport à la fonctionnalité du sol. Donc, dans les résultats que je vais vous présenter par la suite, je vous les présente en termes de résultats du diagnostic, c'est-à-dire de nombre de parcelles dans le vert, nombre de parcelles dans le rouge et le nombre de parcelles dans le orange. Donc, pour ce qui est de l'impact du travail du sol, donc à chaque fois, je vais vous présenter à peu près le même dispositif de diapo avec les 4 indicateurs qu'on étudie, la biomasse moléculaire microbienne, le ratio champignon-bactéries, donc c'est à l'inverse de ce que Virginie présentait, mais c'est le même principe, la diversité bactérienne et la diversité fongique. Et à chaque fois, sur une ligne, ça sera une des modalités étudiées. Donc ici, pour le travail du sol,
on va comparer l'absence de travail du sol au travail du sol. Et ce qu'on peut voir sur les diagrammes, c'est que pour la biomasse microbienne, par exemple, le non-travail du sol permet d'avoir plus de parcelles dans le vert que le travail du sol, où on a plus de parcelles dans le rouge qu'avec un non-travail. Donc, le non-travail du sol est favorable à une stimulation de la biomasse microbienne. Si on continue à dérouler les 4 indicateurs, ce qu'on voit, c'est que le non-travail du sol n'a pas forcément favorisé un ratio champignon-bactéries par rapport à un travail du sol. Pour ce qui est de la diversité bactérienne, on ne voit pas vraiment d'effet du travail du sol sur cette diversité bactérienne. Par contre, on en voit un sur la diversité fongique, où effectivement, si on arrête de travailler le sol, on va favoriser la diversité fongique. Alors, c'est cohérent avec ces hypothèses qu'on émet généralement, hein, que le travail du sol va casser le mycélium des champignons dans le sol. Et du coup, à terme, ça peut induire une réduction de la diversité des champignons. Donc, globalement, si on regarde les 4 indicateurs, ce qu'on voit, c'est que le non-travail du sol a un effet favorable par rapport au travail du sol sur la qualité microbiologique. Hop. Si on regarde l'impact de l'enherbement, donc pareil, le même déroulé. Là, on va comparer un enherbement hivernal, un enherbement temporaire et un enherbement permanent. Donc, l'enherbement hivernal, c'est souvent quelque chose qu'on ne choisit pas, qui est un peu par défaut, mais qu'on retrouve de plus en plus fréquemment. Et donc, quand on regarde la biomasse microbienne, on voit que l'enherbement hivernal est moins bon pour la biomasse microbienne que les enherbements temporaires ou permanents. Pour le ratio champignon-bactéries, globalement, l'enherbement temporaire est le meilleur. Pour la diversité bactérienne et la diversité fongique, l'enherbement hivernal est systématiquement moins bon. Et ensuite, en fonction de si on regarde les bactéries ou les champignons, ça va être soit l'enherbement temporaire qui est plutôt meilleur ou l'enherbement permanent. Donc là, sur l'impact de l'enherbement, globalement, on sait qu'un enherbement choisi, voulu, c'est-à-dire temporaire ou permanent, est favorable à la qualité microbiologique. Par contre, on n'est pas encore capable de trancher entre est-ce que le temporaire est meilleur ou le permanent est meilleur. Pour ce qui est de la fertilisation organique, on n'a pas regardé le type de matière organique apportée parce que c'est très compliqué. Chaque viticulteur apporte quelque chose de spécifique, donc on n'a pas des groupes statistiques qui se tiennent bien pour pouvoir analyser cette donnée-là. Par contre, ce qu'on analyse, c'est la fréquence d'apport. Donc, est-ce que le viticulteur n'apporte jamais, donc 0 sur 3 ans, 1 année sur 3, 2 années sur 3 ou 3 années sur 3? Et là, de façon assez surprenante, donc je vous détaille pas les résultats, mais si on regarde la dernière ligne tout en bas, de façon assez surprenante, ici, on montre que finalement, c'est quand on fait le moins d'apport, en tout cas le moins fréquemment, qu'on stimule un peu la biomasse microbienne et la diversité bactérienne et fongique. Alors, le résultat est étonnant, mais il est compréhensible, c'est-à-dire que on n'est pas sur du monofactoriel. Derrière ces groupes statistiques qu'on a fait, les pratiques ne sont pas toutes identiques. Or, ce qu'on s'est un peu rendu compte, c'est que si on hiérarchisait l'impact des pratiques sur les communautés microbiennes du sol, ce n'est pas la fertilisation organique qui est le premier gros driver. Le premier gros driver, ça va plutôt être le travail du sol et les enherbements. Donc ici, finalement, l'effet de la fertilisation organique, on peut se dire qu'elle est un peu masquée par toutes les autres pratiques qui se trouvent derrière. Pour ce qui est de l'impact du mode de production, donc là pour le mode de production, du coup, on englobe un peu un ensemble de pratiques, mais ça nous permet aussi un peu d'avoir l'expression de l'impact des traitements phytosanitaires. Donc, quand on regarde, on compare conventionnel, agriculture biologique et biodynamie, au niveau de la biomasse, on voit que la biodynamie est quand même présente beaucoup plus de parcelles dans le vert que les 2 autres modes de production. Pour ce qui est du ratio champignon-bactéries, pareil, la biodynamie est totalement dans le vert, alors que les 2 autres modes de production
présente quelques parcelles dans le rouge ou dans le orange. Au niveau de la diversité bactérienne, la biodynamie équivaut à l'agriculture biologique et elles sont toutes les deux meilleures. Elles présentent en tout cas plus de parcelles en bon état que la pratique conventionnelle. Et par contre, pour la diversité fongique, c'est l'inverse. Ce qu'on observe, c'est que c'est plutôt le conventionnel qui va être meilleur, la biodynamie intermédiaire et l'agriculture biologique est un peu moins bon, sachant qu'à chaque fois, on n'est pas sur du supérieur strict, on est sur du supérieur ou égal d'un point de vue statistique. Alors, ce côté conventionnel supérieur à la biodynamie à l'AB pour la diversité fongique, on rejoint cette notion de travail du sol encore, qui va être du coup un peu plus présent dans les systèmes où on réduit les traitements phytosanitaires et du coup, on va impacter un peu plus fortement les champignons. Si on fait le bilan, globalement, sur les 4 indicateurs, on voit qu'on a, pour le conventionnel, un tiers des parcelles qui sont dans le rouge, un tiers qui sont dans l'orange, un tiers qui sont dans le vert. Et plus on va vers l'agriculture biologique et la biodynamie, et plus le nombre de parcelles qui sont dans le vert augmente. Alors, ce sont des conclusions, c'est des conclusions d'observation, hein, et globalement, sur le projet… Ah, pardon. Voilà. Concrètement, dans le projet, là, on est dans une phase d'observation de résultats de terrain. On n'est pas en train de dire que la biodynamie, c'est forcément mieux et que ce sont certaines pratiques précises dans la biodynamie qui arrivent à ce résultat. Mais en tout cas, ça permet de se poser la question d'avoir cette observation, la biodynamie semble mieux, et de se poser la question, qu'est-ce qui, dans la biodynamie, pourrait stimuler la qualité microbiologique des sols? Donc, on allait un peu plus loin que sur des indicateurs assez synthétiques. On a également regardé les réseaux d'interaction entre les différents modes de production. Et au niveau des réseaux d'interaction qui sont un indicateur de la stabilité des communautés dans le sol, de la stabilité et du fonctionnement des communautés dans le sol, on se rend compte qu'en biodynamie, on a des réseaux d'interaction qui présentent beaucoup plus de liens qu'en bio et en conventionnel raisonné. Donc, ça confirme un peu les résultats qu'on a observés sur la biomasse et la diversité. Donc, sur ce projet, pour faire un petit peu le bilan, donc, si on devait hiérarchiser les modes de production à l'heure actuelle, donc la biodynamie serait supérieure et la baie conventionnelle serait à peu près identique en termes d'état microbiologique. Après, on a aussi observé un effet de territoire, c'est-à-dire que l'Alsace présente des sols globalement de meilleure qualité que les sols de Bourgogne. C'est aussi dû à des historiques de pratique, à des pédoclimats différents. Voilà, il y a tout un contexte qui amène à ça. Donc maintenant, je vais vous parler plutôt de mes travaux à moi, donc, que j'ai fait quand j'ai travaillé à l'INRA avec l'IFV, sur une synthèse bibliographique sur l'impact des pratiques viticoles sur la qualité biologique des sols. Alors, je vais accélérer un petit peu parce que sinon, je ne vais pas tenir le temps. Donc, au niveau de la qualité biologique, qu'est-ce qu'on entend? Pour le coup, là, on ne va pas se concentrer que sur les micro-organismes, mais on va essayer de regarder l'ensemble de la biologie du sol, de la biodiversité du sol, donc les nématodes également, la mésofaune et la macrofaune qui englobent les arthropodes et les vers de terre. Ce qui nous intéressait, c'était de connaître l'impact des pratiques sur ces organismes du sol, puisque ces organismes du sol, comme vous devez le savoir, sont à l'origine d'un certain nombre de fonctions biologiques et ces fonctions biologiques se traduisent en fonctions agronomiques et écosystémiques qui sont nécessaires pour les productions agricoles. Donc, la recherche bibliographique, elle a permis d'identifier 104 articles publiés depuis les années 90, avec un grand nombre d'articles depuis 2015. Et les principaux pays qui publient des résultats sont l'Italie, la France, l'Espagne et les USA. Et au final, c'est assez cohérent avec les principaux pays producteurs de vin. Quelles pratiques ont été étudiées? Alors, moi, j'avais refait ce schéma pour essayer de synthétiser un peu l'ensemble des pratiques qui pouvaient avoir lieu en vigne. Et puis, essayer de voir dans la littérature si on retrouvait des informations un peu sur ces pratiques-là par rapport à leur impact sur les sols. Et au final, je me suis rendu compte que les principales pratiques qui étaient renseignées, ce sont celles
qu'on voit ici en orange et en vert, donc qui touchent principalement au travail du sol, au désherbage, à la couverture du sol et puis aussi à la fertilisation. Donc, je ne vais pas vous présenter tout ça dans le détail parce que tout ça, vous allez pouvoir retrouver toutes les figures dans un article qui est rédigé en français, qui a été publié dans Études et gestion des sols, que normalement Caroline nous a mis à dispo pour tout le monde. Mais je vous présente un des résultats majeurs qui est celui sur l'impact des modes de production. Donc, pour rappel, il y a quand même une centaine d'articles qui ont été analysés. Et dans cette centaine d'articles, ce qu'on a vu en termes d'impact des modes de production, c'est que quel que soit le groupe biologique étudié, on a un effet favorable de l'agriculture biologique ou biodynamique sur les différents organismes du sol et sur les différents types d'indicateurs, que ce soit en termes d'abondance, que ce soit en termes de diversité ou que ce soit en termes d'activité et de fonctionnement. Seul le groupe des lombriciens, ici, montre un effet négatif de l'agriculture biologique ou de la biodynamie. Et encore une fois, on en revient un peu à ce lien avec la réduction des intrants phytosanitaires et du coup, pour compenser, pour pouvoir travailler, continuer à travailler, une augmentation du travail du sol dans ces systèmes-là, qui vont avoir un impact délétère sur les lombriciens. Pour faire une synthèse de l'impact des pratiques agricoles, donc un schéma qui est j'espère qu'il est relativement simple, qui reprend les différentes pratiques qui ont été étudiées dans la littérature, avec les effets observés. Donc en rouge, on a les effets défavorables, globalement sur la qualité biologique du sol. Donc on voit que le travail du sol a un effet négatif et un travail du sol récent a un effet encore plus négatif. La couverture du sol par des enherbements a un effet positif. Et si on regarde le mulch, donc le paillage a également un effet positif. On a certaines pratiques pour lesquelles les résultats sont assez variables dans la littérature, typiquement les amendements organiques. Donc, il n'y a pas de consensus sur l'impact de telle matière organique ou de telle matière organique, puisque ces impacts vont dépendre beaucoup du type de sol, donc du potentiel du sol à la base. Donc, ça c'est des questions qui se posent vraiment au cas par cas. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que les sarments, la restitution des sarments, des bois de taille, a un effet positif sur la qualité biologique des sols viticoles. Et c'est quelque chose qui a aussi été observé dans le projet Ecovitisol. Voilà pour cette synthèse bibliographique. Alors, je continue par une autre synthèse bibliographique qui a plutôt ciblé l'impact du cuivre dans les sols viticoles. Alors, le cuivre, c'est assez, c'est un gros débat de toutes parts ces derniers temps parce qu'on est soumis à un contexte qui est très sensible. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, il y a du cuivre qui s'accumule pas mal dans les sols en France et surtout dans les régions viticoles. Hein. C'est la carte que je vous ai mise à gauche, qui est une carte qui vient du GIS-Sol. Et en parallèle de cette accumulation de cuivre dans les sols, il y a aussi une évolution de l'utilisation du cuivre et de la réglementation par les viticulteurs. Alors, si on regarde la réglementation, elle a vraiment commencé au début des années 2000 avec des limites, des seuils d'utilisation assez francs, qui étaient au début à 8 kg/hectare, alors qu'au préalable, on utilisait quand même le cuivre dans des quantités 5 à 10 fois plus élevées. Et on est à l'heure actuelle à une limite de 4 kg/hectare par an. Et la question est toujours en suspens de est-ce qu'on va avoir droit à une interdiction totale dans les années à venir. Et au niveau de l'utilisation, ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi eu une réduction de l'utilisation des fongicides cupriques depuis les années 2000. Alors, dû aussi au développement d'autres fongicides de synthèse qui sont utilisés en viticulture conventionnelle. Et avec un cahier des charges aussi au niveau de l'agriculture biologique qui a été limité très rapidement dès, il me semble, 2006 à 6 kg/hectare. Donc, on est dans ce contexte qui est relativement sensible. Donc, la question a été posée par un consortium de viticulteurs qui sont venus nous poser la question à Novasol Expert de finalement quelles sont les connaissances exactes qu'on a sur l'impact des doses de cuivre qu'on utilise sur la qualité biologique des sols. Donc, on leur a dit que
la façon la plus rapide et la plus pertinente de répondre à cette question dans un premier temps, c'était de faire une revue de la littérature. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en faisant cette revue de la littérature, je me suis rendu compte qu'il y avait deux questions distinctes. Il y avait la question de l'impact de la dose de cuivre apportée de novo, on va dire, et la question de l'impact du cuivre qui est accumulé dans le sol. Donc, j'ai bien différencié les deux aspects. Globalement, j'ai trouvé 19 publications pertinentes, globalement. Donc, c'est assez peu, c'est beaucoup moins que dans la précédente étude bibliographique. Et dans ces 19 articles, il n'y en a que 4 qui sont en contexte viticole. Et sur ces 4 études, finalement, on a principalement les micro-organismes qui sont étudiés et un petit peu les colamboles. Sur l'ensemble des publications, ce qu'on voit, c'est que donc on a une majorité d'informations contexte agricole, on va avoir une majorité d'études en laboratoire, faites donc, par des équipes de recherche en écotoxicologie, et ces études sont finalement un peu biaisées en termes de contexte expérimental. Donc, c'est la figure de synthèse des résultats. La première information à lire sur cette figure de synthèse, ce sont les doses étudiées. Ce qu'on observe ici, c'est que les doses étudiées, elles vont entre 2 kilos de cuivre par hectare et par an et 20 000, donc 20 tonnes de cuivre par hectare et par an. Donc, c'est les doses que j'ai homogénéisé les doses parce que certaines étaient exprimées en kilos de cuivre par hectare, d'autres en milligrammes par kilo. Donc, j'ai tout homogénéisé et j'ai exprimé ça en kilos de cuivre par hectare et par an pour que ce soit plus parlant pour les viticulteurs. Donc, ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'au niveau de l'effet dose, presque tous les groupes de micro-organismes ont été étudiés. On a une information pour tous les groupes. Et la première dose à laquelle les organismes sont sensibles, c'est une dose de 200 kg de cuivre par hectare et par an. Et ce sont les vers de terre qui sont les plus sensibles. Et ce sont les vers de terre qui sont les plus sensibles. Les micro-organismes et les colamboles, pour eux, il leur faut une dose de 400 kg de cuivre par hectare et par an. Et les nématodes, visiblement, ne sont pas sensibles, en tout cas, à ces doses de cuivre apportées. Pour ce qui est de l'effet du cuivre accumulé dans le sol, on a des informations pour peu d'organismes dans la littérature scientifique, pour les micro-organismes et pour les colamboles, avec un seuil, du coup, qui est à 200 kg de cuivre par hectare et par an. Et pour vous renvoyer un peu aux mesures qui sont faites dans les sols viticoles, ce 200 kg de cuivre par hectare et par an correspond à 50 mg par kilo. Or, en France, les sols viticoles, on en a très peu qui ont des quantités de cuivre inférieures à 50 kg de cuivre par hectare. 50 mg de cuivre par kilo. Pardon. Hop. Donc, juste en dernière diapo par rapport à cette étude sur le cuivre, elle a permis en tout cas de mettre en évidence des gros biais expérimentaux qui permettent de répondre assez difficilement à la question. Il y a des soucis au niveau des doses testées. Donc, généralement, toutes les doses testées dans les études scientifiques sont supérieures à 200 kg par hectare, alors que nous, on aimerait des résultats plutôt autour de entre 2 et 8 kg par hectare. Le type d'exposition qui est testé, c'est souvent des expositions aiguës, c'est-à-dire que tout le cuivre est apporté en une seule fois, donc des doses très fortes en une seule fois, alors que dans la réalité de terrain, les viticulteurs appliquent ces doses de façon répétée, en 4 à 12 fois sur une saison relativement courte. L'échelle temporelle de l'évaluation des effets, pareil, pose question, puisque souvent, ce sont des effets à court terme qui ont été mesurés. Or, on a besoin aussi de mesures à long terme des effets du cuivre. Et enfin, le type de sol. Les études dans la littérature scientifique étudient souvent un sol, voire 2 grand max, qui sont généralement des sols de prairies ou des sols sans historique de contamination. Et le contexte des sols viticoles est quand même tout autre. Déjà, les sols viticoles sont assez variés à l'échelle de la France et de l'Europe et du monde encore plus. Et ce sont des sols qui ont des historiques de contamination. Donc, les nouveaux apports de cuivre ne se font pas sur des sols vierges de toute adaptation des communautés microbiennes et évolution aussi des communautés microbiennes, biologiques et évolution.
Donc, pour plus de détails sur les deux synthèses bibliographiques, vous avez accès au PDF. Donc, les articles sont dispo en anglais et en français. Et si besoin, je peux répondre aussi à d'autres questions par mail. Et enfin, pour conclure un peu sur cette qualité microbiologique, mais biologique aussi du sol, donc ce que vous avez pu voir là dans ce que Virginie et moi vous a présenté, c'est que on a des indicateurs qui sont très opérationnels pour évaluer la qualité microbiologique du sol, des sols viticoles, que les connaissances sont en constante évolution sur des nouvelles pratiques, alors sur les pratiques qui sont historiquement mises en place, mais aussi sur les nouvelles pratiques, qu'une pratique n'agit jamais seule, il y a des effets additifs, il y a des effets de compensation. Par exemple, cet effet négatif du cuivre dans les sols agricoles peut très bien être compensé par d'autres pratiques qui vont restimuler les communautés biologiques, les communautés microbiennes, les communautés de vers de terre. Donc, pour ça, il faut identifier des leviers agronomiques qui favorisent la fertilité biologique. Par rapport aux résultats que je vous ai présentés, ces leviers sont plutôt l'enherbement et les amendements organiques. Et pour plus d'informations, pour vous guider là-dessus, je vous renvoie au webinaire de la semaine dernière sur la gestion durable des sols. Et enfin, tout ce que je vous présente et ces leviers agronomiques, on va dire idéaux, sont à moduler et à choisir en prenant en compte des spécificités locales, c'est-à-dire des types de sols au sein de chaque territoire et même à des niveaux très locaux, et du climat également et de tous les autres facteurs qui peuvent intervenir au niveau environnemental. Voilà. Je suis désolée, Caroline, j'étais un peu longue. C'est pas grave parce que on a des premières questions qui sont arrivées, mais ça a permis du coup de laisser les questions arriver. Donc, sans plus attendre, il y avait une première question pour toi, Virginie, d'une personne qui nous demandait si tu avais pu identifier la nature des champignons dans le sol. Est-ce que c'est des champignons responsables du mildiou, de l'oïdium, des maladies du bois? Voilà, donc est-ce que tu as des infos sur la nature des champignons? Et est-ce que tu sais s'il y a des différences de population entre du coup sol dépérissant et sol non dépérissant? Donc, non, j'ai pas encore les informations détaillées sur les genres et les espèces de champignons identifiés. On a les données, hein, mais c'est beaucoup d'informations, donc on est encore en train de les traiter. Ensuite, pour certains micro-organismes, on n'a pas toujours la possibilité de descendre jusqu'à l'espèce. Et dans un même genre bactérien ou fongique, on peut avoir des pathogènes et des bénéfiques. Donc, ce n'est pas toujours facile, même avec ces données de séquence, d'aller jusqu'à une information très précise sur la présence de certains micro-organismes précis. Maintenant, voilà, on est en train de trier ces données-là. On sait qu'on a des différences, oui, de communautés microbiennes avec des abondances de certains genres qui sont plus ou moins importantes en fonction du sol. À l'intérieur, maintenant, il faut qu'on aille un petit peu plus en détail pour effectivement aller identifier des micro-organismes précis. Ça, on ne l'a pas encore fait. Mais on a l'ADN, on a un certain nombre de séquences. Si avec les données de séquençage, on n'arrive pas à avoir ce détail-là, on ira peut-être voir si certains micro-organismes précis sont présents ou pas. Mais pour l'instant, je ne peux pas donner d'informations plus précises sur la composition. Mais on va le regarder, bien sûr. Ok. Merci Virginie pour cette première réponse. J'ai une autre question. Ah oui, alors ça c'est une question intéressante. Je pense que vous pouvez y répondre aussi bien l'une que l'autre. Cette question, elle concerne la diversité bactérienne qui est mesurée par séquençage ADN, c'est ce que vous nous avez dit. Et est-ce que ça signifie que tout l'ADN mesuré est vivant ou que de l'ADN ancien ou mort est pris en compte dans ces mesures? Moi, je crois que c'est la deuxième solution, mais je laisse les experts. Oui, Battle confirmera et complétera probablement. Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait les deux approches en parallèle, que nous, on a souhaité faire de la culture pour voir ce qui est vivant. Mais quand on fait du cultivable, on voit ce qui est capable de pousser dans le milieu de culture qu'on utilise.
Or, toutes les bactéries, tous les champignons ne vont pas tous être capables de pousser sur le milieu qu'on leur fournit. Donc ça, c'est pour la partie cultivable. Il y a des programmes qui sont en cours, hein, dans le programme Vitae. Il y a des aspects comme ça pour améliorer la composition des milieux de culture, pour faire que des bactéries et des champignons endophytes ou voilà, qui ne peuvent pas pousser dans les milieux classiques, pour définir de nouveaux milieux de culture, pour vraiment observer le plus possible de choses vivantes. Quand on fait du séquençage d'ADN, quand on extrait de l'ADN du sol, effectivement, on extrait l'ADN de ce qui est vivant et de ce qui a été vivant. Donc, on va avoir une représentation de la diversité qui est la résultante de certainement plusieurs années de vie biologique du sol. On ne peut pas le corréler avec ce qui est réellement vivant, enfin ce qui est vivant au moment donné. Je ne sais pas si tu veux. Ouais, moi je vais compléter un peu et puis je vais aussi nuancer peut-être parce que globalement les micro-organismes quand ça meurt dans le sol, l'ADN c'est une molécule qui adore manger, c'est la matière organique qui adore manger les autres micro-organismes. Donc il y a un recyclage très très rapide de l'ADN des organismes morts par les organismes qui sont vivants. Donc globalement on capte quand même très peu d'ADN mort. On va capter l'ADN mort, mais des bactéries mortes très très récemment, en fait. Donc globalement, on est quand même représentatif de la réalité de la diversité au moment de l'échantillonnage. Ok, merci beaucoup. Alors, vous êtes nombreux à me dire que la plaquette que je vous ai mise à disposition sur les résultats Ecotox cuivre ne fonctionne pas. Effectivement, je viens de vérifier, ça ne marche pas. Je la remettrai en lien sur le site du plan dépérissement dans la même page que le webinaire. Comme ça, vous pouvez la retrouver facilement. Et puis, je pense que je vais en faire un article de webzine aussi, donc vous pourrez la retrouver dès la fin de l'après-midi. Je vous la remettrai en lien. Il y avait une autre question d'un collègue de la Chambre d'agriculture de Gironde qui demande s'il y a une homogénéité des pratiques chez les viticulteurs en biodynamie. Est-ce que vous avez remarqué une homogénéité? Oui. Alors, je voulais me présenter, mais j'allais être vraiment trop longue sinon. Alors, effectivement, on s'est posé un peu la question des pratiques qu'il y avait derrière la biodynamie dans le projet. Et alors, globalement, déjà, ce qu'on observe, c'est que les pratiques qui sont biodynamie sont pas forcément très favorables à la biologie du sol, à la microbiologie du sol, parce que il y a pas mal de travail du sol, il y a très peu d'amendements organiques. Donc, déjà, de ce point de vue-là, c'est pas très cohérent. On se serait plutôt attendu, en regardant la typologie de pratique, à ce que la biodynamie donne pas des résultats super au niveau de la qualité microbiologique. Ensuite, en termes des pratiques, c'est assez hétérogène, effectivement. Si on part sur la biodynamie telle qu'il faut l'appliquer dans les règles, voilà, avec un cahier des charges très précis, on a réussi on est passé par un expert de la biodynamie, qui est complètement indépendant de l'INRA et de Novasol Expert, qui a évalué ces pratiques, qui les a notées comme très bonnes, moyennes et pas une bonne application de la biodynamie. Et en fait, ce qu'on se rend compte, on a essayé de corréler après ces notations avec la qualité microbiologique. En fait, on s'est rendu compte que les parcelles qui avaient une meilleure note en termes de bonnes pratiques biodynamiques avaient une meilleure qualité microbiologique du sol. Voilà. Ok. Et alors, il y a une autre question sur la synthèse biblio sur le cuivre. Et c'est notre collègue de Sylvain Bio qui la pose, Nicolas Constant, qui demande oui, alors tu montrais qu'il y avait un effet à partir d'un apport de 200 kg par hectare et par an. Oui. Et ben, la question, c'est pendant combien d'années ont été faits les apports? Parce que Nicolas, il nous précise qu'une étude pluriannuelle de la Task Force Cuivre a montré un impact significatif d'un apport de 40 kg à partir de la seconde année d'apport. Alors, est-ce que tu peux nous préciser ce petit point? Alors, les 200, là, globalement, tous les résultats qui mesurent un effet dose, il y a eu un seul apport. C'était un apport unique. Et les effets sont souvent mesurés à court terme, c'est-à-dire dans les
entre le mois et les 6 mois qui ont suivi l'apport. Donc, ce sont des conditions expérimentales, ce ne sont pas des mesures terrain. C'est ce qu'il faut garder en tête. La task force, effectivement, donc déjà, ce sont des mesures terrain. C'était des mesures, du coup, donc, sur les vers de terre, l'abondance et la biomasse des vers de terre. Les expérimentations ont été faites sur des parcelles de prairies qui étaient vierges de cuivre. Et en fait, quand on apporte du cuivre de façon nouvelle sur des parcelles qui n'ont jamais connu de cuivre, les communautés biologiques, c'est la première fois qu'elles rencontrent du cuivre et forcément qu'elles vont réagir. C'est une perturbation qui arrive. Mais cette étude, elle a continué dans le temps et il me semble que c'est au bout de 12 ou 13 ans où on commence à revoir une augmentation de l'abondance des vers de terre. Alors, je ne sais pas s'il y a une publication officielle là-dessus. En tout cas, moi, c'est une présentation que j'ai vue, un webinaire de la Task Force, où on voyait au bout de 13 ou 14 ans une réaugmentation progressive. Hein, c'est pas, on n'est pas retourné à un niveau de vers de terre comme initial au bout de 13 ans. C'est-à-dire que on ne peut pas extrapoler des études faites sur des sols vierges de cuivre à des contextes viticoles. Ça, il faut vraiment qu'il y ait des expérimentations en contexte viticole de l'impact de nouveaux apports de cuivre sur la qualité biologique du sol. Ça, c'est indispensable. Ok, alors il y a des questions qui n'arrêtent pas d'arriver et on va bientôt devoir terminer notre présentation. Ah oui, alors du coup, pour répondre à ce que tu viens de dire, Battle, Nicolas Constant écrit que du coup, dans la synthèse, c'est pour 200 kg par hectare et pas 200 kg par hectare et par an. Alors, dans les faits, c'est 200 kg par hectare et par an parce que puisqu'il y a un seul apport, en fait, il y a un seul apport sur l'année. Même si, et toutes les études, même celles qui regardent au bout de 12 mois ou de 18 mois, il y a un seul apport généralement. Donc en fait, c'est des apports ponctuels, mais c'est un apport sur l'année malgré tout. On n'a pas de mesure à long terme, c'est ce que je disais hein, dans une de mes diapos à la fin, c'est que c'est une des limites des études qui existent, c'est qu'on n'a pas de mesures à long terme, de mesures répétées dans le temps. Mais malgré tout, ça reste des apports à l'année. C'est un apport à l'année, donc on peut le dire quand même. Ok, alors pour finir sur ce projet Ecovitisol, on a vu qu'il avait été mené en Alsace et en Bourgogne. Est-ce qu'il va être étendu sur d'autres régions viticoles ou pour l'instant il reste tel qu'il est? Alors effectivement, donc Lionel Rangeard, hein, qui est directeur de recherche à l'INRAE, a pour projet du coup d'étendre le projet Ecovitisol et même de le convertir en observatoire des sols viticoles. Donc il a pour projet de continuer à faire le tour de France des territoires viticoles avec, il me semble, un territoire par année, mais j'ai pas beaucoup plus d'informations à l'heure actuelle sur la suite. Ok, alors après, je vais prendre une dernière question qui est pour toi, Virginie, qui à mon avis n'est pas vraiment très simple, mais bon, on va voir. Est-ce que les déséquilibres bactéries-champignons que tu nous as présentés dans tes diapos, est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est la conséquence du dépérissement? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ou c'est peut-être un peu tôt? Je ne pense pas qu'on puisse répondre, effectivement. C'est une question qu'on se pose, bien entendu. Non, c'est très très difficile de pouvoir y répondre. Ce que l'on observe sur certaines parcelles, c'est que globalement, dans la zone dépérissante, on a une croissance même de l'enherbement quand il y en a, qui est moins bonne. Évidemment, la présente influence la composition du microbiote, donc sur des parties en dépérissement, je suppose que le fait qu'il y ait moins de plantes en bonne santé va influencer la composition du microbiote. Donc dans ce cas-là, on pourrait considérer que c'est une conséquence du dépérissement. Dans d'autres cas, je pense que c'est une cause. L'idée, alors après on peut poser plein d'autres questions, hein, quelle est l'origine justement de ce déséquilibre, mais l'idée était
principalement de voir s'il y avait des déséquilibres, dans quel sens est-ce qu'ils allaient, et dans le cadre de la lutte contre le dépérissement, éventuellement de voir comment le corriger. Qu'est-ce qu'on peut faire pour re-augmenter cette diversité? Est-ce qu'il faut rajouter un certain nombre de micro-organismes positifs? Est-ce qu'il faut agir sur un certain nombre sur de l'amendement, sur des choses pour essayer de faire réaugmenter cette diversité? Aujourd'hui, non, on peut prendre le problème dans tous les sens. Il est très difficile de savoir quoi faire pour être sûr, comme expérimentation, comme mesure, pour savoir si c'est une cause ou une conséquence. Je ne vais pas pouvoir répondre de façon précise, je m'avancerai trop. Ok, je propose qu'on conclue ce webinaire. On a encore 2 questions qui sont arrivées auxquelles on peut peut-être essayer de répondre, mais alors vraiment très vite. Je pense que c'est assez simple. Il y a une personne qui nous demande si vous avez fait des mesures aussi bien l'une que l'autre sur des parcelles en TCS, c'est-à-dire technique culturelle simplifiée, bio ou non bio. Je pense que vous nous l'auriez dit si ça avait été le cas. Et une autre question rapide, c'est est-ce qu'on a une idée de la biodiversité levurienne mesurée dans les essais que vous avez faits? Et ensuite, une fois que vous aurez répondu à ces 2 questions, je reprendrai la parole pour vous présenter les dernières diapos. Voilà. Et vous pourrez poser vos questions à nos présentatrices par mail. Moi, pour les parcelles en TCS, non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et quant à la diversité levurienne, on n'a pas été regardé. De notre côté en TCS, alors on a des parcelles, mais en grande culture, pas en viticulture. Et pour les levures, pas spécifiquement, non. Ok. Bon, bah, ça, c'est efficace comme réponse courte. C'est parfait. Merci beaucoup. Du coup, je veux bien que l'une d'entre vous passe les diapos suivantes. Je vous remercie à tous pour votre attention. Nous étions plus d'une 50aine à vous écouter. Si vous voulez retrouver des résultats du plan dépérissement, sachez qu'il y a un Tour de France en cours. Il y a eu déjà des sessions à Bordeaux et dans le Var, ainsi qu'en Champagne. Et ensuite, on vous donne rendez-vous dès le mois de janvier en Bourgogne, les 11 et 12 entre la Côte d'Or et le Jura, les 15, 16 et 17 mars, respectivement, dans les départements du Gard, de l'Hérault et de l'Aude. Dans l'Yonne, le 23 mars, la Saône-et-Loire, le 24 mars, et ensuite dans les Charentes, le 12 mai. Si vous voulez aussi vous renseigner, on peut passer à la diapo suivante sur les résultats acquis par le plan dépérissement depuis 4 ans. Vous retrouverez les carnets du plan. Ils sont téléchargeables. Alors, j'espère que ça fonctionne mieux dans la partie documents à distribuer de ce webinaire, mais ils sont également téléchargeables sur le site du plan dépérissement. Je vous rappelle que le site du plan dépérissement, vous y retrouverez de nombreuses ressources et notamment le replay de ce webinaire-là dès la fin d'après-midi et de tous les autres webinaires. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je les transférerai à Battle et Virginie. Il me reste à tous à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et à remercier nos intervenants pour leur présence. Merci à tous. À bientôt.